C'est sa façon à soi de se sentir féminine. Je voulais en plus essayer d'aider des jeunes filles. J'avais envie d'avoir une pièce qui serait portée par les femmes et qui allait aider d'autres femmes. Moi là-bas, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable et ça a coulé de source. Bienvenue dans Nouveau Modèle, une discussion avec des femmes inspirantes, créatrices, entrepreneuses, des femmes engagées pour faire bouger la mode. Elles ont tout un projet passionnant, certaines ont créé une marque de vêtements éco-responsables, d'autres s'engagent pour l'éducation, l'environnement ou encore l'artisanat. Mes invités militent pour une mode responsable et éthique, une mode qui ne détruit pas, car la mode traditionnelle peut être opaque, inhumaine et polluante. Dans Nouveau Modèle, on parle de mode évidemment, mais aussi de notre rapport à l'environnement, au corps, et on parle surtout de ces femmes engagées, de leur parcours, de leurs inspirations et tout simplement de leur vie. Je suis Chloé Cohen et aujourd'hui je reçois Chrysoline de Gastine, la cofondatrice de Balzac Paris. J'ai souhaité interroger Chrysoline car j'aime beaucoup la marque Balzac et je voulais me plonger au cœur de leur démarche. Je me suis demandé comment une marque bien installée, avec déjà beaucoup de clientes, réussit à devenir toujours plus responsable pour reprendre leur slogan TPR. Bon, Balzac Paris ne part pas de zéro, la démarche responsable est ancrée dans leur ADN. Ils font des efforts depuis le début et j'ai senti une vraie volonté de la part de Chrysoline d'avoir une marque la plus éthique possible. Bon, pas à 100%, Chrysoline en est consciente, mais il y a de vrais efforts derrière pour diminuer l'empreinte écologique et pour respecter les droits humains. J'ai vraiment apprécié cet entretien car Chrysoline est très sincère. Elle nous détaille leur démarche responsable, mais elle revient aussi sur ce que Balzac Paris doit encore améliorer. Avec Chrysoline, on a parlé de son enfance entourée de sœurs, de ses projets avec Balzac, du moment où elle a pris conscience des dérives de la mode et d'optimisme. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Chrysoline, merci beaucoup de me recevoir et de prendre le temps de répondre à mes questions pour le podcast. Donc je pense que beaucoup de nos auditrices et auditeurs te connaissent déjà. Tu es la cofondatrice de Balzac Paris. Donc tu as créé la marque avec Victorien, ton mari, et Charles, ton beau-frère. Tout à fait. Donc au départ en 2011, quand vous lancez la marque, vous commencez avec des nœuds papillons. Et c'est en 2014 que vous changez de stratégie et que vous vous tournez vers les vêtements pour femmes. Donc déjà je me demandais pourquoi en 2014, qu'est-ce qui a provoqué ce changement à cette date-là bien précisément ? Alors, en 2014, avec Charles, on décide de se lancer à plein temps dans l'aventure Balzac. Et donc, c'est ce qui aussi nous a fait réfléchir à une stratégie plus globale de notre entreprise. D'accord. Le nœud papillon, c'était extra et c'était le début de notre aventure, donc ce sera toujours un chouette souvenir et qui sait, peut-être qu'il reviendra. Mais malgré tout, c'est un produit hyper niche, comme tu sais, ouais, bien sûr. Et qui est exclusivement masculin, même si certaines femmes nous achetaient du nœud papillon, bien évidemment. Donc, avec Charles et Victor, on s'est posé la question de quel produit proposer pour pouvoir avoir un produit qui soit à la fois masculin et féminin. D'accord. Et donc, ça a été le début de notre aventure sur le prêt-à-porter au sens large du terme, avec le sweatshirt littéraire. Ok. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Exactement. Donc qui était pour hommes et pour femmes. Qui était pour hommes et pour femmes. Et ensuite vous vous êtes spécialisé sur les femmes. Ouais, on s'est spécialisé sur les femmes parce qu'en réalité ces sweatshirts ils ont vraiment été dévalisés par les femmes. D'accord. Et il nous restait des tailles hommes et c'était les femmes qui les achetaient pour elles. D'accord. Donc très vite avec Charles et Vic, on s'est dit bon en fait je pense que la femme a un comportement d'achat qui est très différent de l'homme. Ouais. Et si demain on veut se lancer sur le segment de l'homme, on le fera différemment que ce qu'on a fait pour Balzac parce que c'est intéressant de voir à quel point on est opposés sur nos manières de consommer. Okay. En tout cas, la mode. Ouais, d'accord. Je comprends le choix. Et donc, je le disais en introduction, tu travailles en famille. Ouais, tout à fait. C'est comment de travailler en famille ? C'est évident, pas évident ? J'imagine qu'il doit y avoir... pour séparer la vie personnelle et la vie professionnelle, ça doit pas être facile tous les jours ? C'est un bon mélange de évident, pas évident. Je dirais pas évident au début dans le sens où chacun doit trouver sa place. Mais ça, je pense que c'est le lot de chaque associé. En réalité, que ce soit mon beau-frère ou pas, si c'était un ami ou même un inconnu, on aurait dû, quoi qu'il arrive, trouver notre équilibre ensemble parce que on se lançait dans notre aventure. Donc ça, c'est, j'imagine, le lot de beaucoup d'associés. Sûr, Après, la force qu'on a, j'imagine, avec Charles et Vic, c'est que on parle assez peu de Balzac en privé.
D'accord. Alors bien évidemment, ça nous arrive d'en discuter, mais on a des moments dédiés qui sont des réunions à 3 entre associés et qui sont vraiment dédiés à Balzac Paris. Mais sinon, sur le plan perso, c'est vrai qu'on n'en parle pas tant. Et c'est peut-être ça qui nous permet de bien dissocier parce qu'on est très souvent ensemble. Bah oui, j'imagine. Donc bien s'accorder du temps personnel. Évidemment, c'est super important. C'est super important. Et donc toi, tu es directrice artistique pour Balzac Paris, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et donc à quoi ressemble ton quotidien exactement pour décrire un petit peu ton métier aux Alors mon auditeurs. Quotidien, j'aime bien dire que il s'agit de donner le ton. Aux différentes équipes, donc que ce soit au style ou à la com, de façon à ce que le message soit lisible et uniforme, mais surtout qu'il soit bien en lien avec l'ADN de la marque. Comme je connais très bien mon ADN de marque, quelle est ma cliente, vers où je veux mener la cliente et ce que je veux lui proposer comme produit, c'est une grande chance pour moi d'avoir ces équipes autour de moi qui ont énormément de talent et avec lesquelles je peux travailler main dans la main pour mener la marque au mieux dans l'ADN que je souhaite avoir pour celle-ci. Et donc c'est vraiment travailler avec mes équipes au quotidien, réfléchir avec elles sur les futures collections, quels vêtements, pourquoi, quelle orientation, quel grand thème. Est-ce qu'on va faire un affichage sauvage pour tel événement ou pas? Est-ce qu'on va faire tel événement? Enfin voilà, c'est vraiment une réflexion globale que je mène avec elle au quotidien. Et après, c'est aussi travailler main dans la main avec Charles et Charles et Victor d'ailleurs sur des questions plus stratégiques de Balzac. J'imagine un peu chef d'orchestre du coup si on devait. C'est pas mal chef d'orchestre, ça me plaît. Oh, très bien alors. Et j'ai vu un petit peu, donc je suis allée regarder ton CV et j'ai vu qu'en 2017 tu as été lauréate de Réseau Entreprendre Paris. C'est bien ça. Et je me demandais, donc c'est une association de chefs d'entreprise pour accompagner les entrepreneurs. Ouais, c'est ça. Et je me demandais ce que ça t'avait apporté, si ça avait été, j'imagine positif évidemment, mais est-ce que concrètement ce que ça t'avait apporté, pourquoi tu avais décidé de participer, si c'est toi qui a participé. Mais c'est chouette d'en parler en effet parce que c'est un projet qui est super intéressant, qu'on a mené avec Charles à deux. Donc l'idée c'est de se faire accompagner en effet par des chefs d'entreprise qui peuvent nous aider sur des questions stratégiques de la boîte. Et en l'occurrence c'est amusant que t'en parles parce qu'on se retrouve ce midi avec justement les différents chefs d'entreprise qui nous accompagnent. Et donc on met en général 1 voire 2 questions sur la table et pendant l'heure du déjeuner on débat sur cette question de façon à nous en tant que chefs d'entreprise nous faire prendre de la hauteur puisqu'on a quand même le nez dans le guidon et eux nous aider en fonction de leur propre expérience à nous donner des orientations qui pourraient être positives pour Balzac. Donc ce qui est extra c'est que c'est comme tu le dis des personnes qui donnent de leur temps pour accompagner des entreprises, des startups et donc il y a quelque chose de très positif dans ces actions puisque c'est à but non lucratif et c'est vraiment le plaisir de s'aider et de s'entraider entre chefs d'entreprise pour mener au plus loin les marques. Ok. Et je me posais la question aussi, qu'est-ce qui t'a poussé à créer une marque de mode plutôt qu'une marque d'autre chose? Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans ce milieu-là? Est-ce que ça t'a toujours intéressé? Alors c'est un milieu qui m'a toujours intéressée puisque à la maison on était 5 filles, on était vraiment sensibles à l'univers de la mode. Et donc c'est vrai que c'est un univers qui m'a toujours plu. Après je me suis jamais dit plus tard je vais créer une marque de vêtements, mais malgré tout travailler dans la mode ou dans la décoration, c'était des choses qui me donnaient envie. Et d'ailleurs avant de rejoindre Balzac, enfin de créer Balzac, j'étais au Marie-Claire sur la partie déco, Marie-Claire Maison, Marie-Claire Idée. Donc c'est vrai que c'est 2 univers qui sont sensiblement proches. Bien sûr. Et donc voilà, c'est une aventure qui fait partie aussi de mon quotidien, de choses que j'aime. Donc voilà, Balzac c'était pas prémédité, mais en tout cas ça restait dans ton univers. Exactement. Et donc tu le dis, tu as grandi avec des sœurs. Comment on te parlait de mode quand tu étais plus jeune? Est-ce que c'était, donc tu l'as dit, un sujet peut-être qui revenait, ou comment on t'en parlait? Est-ce qu'on m'en parlait vraiment? Je sais pas. En tout cas, on y était sensible et on aimait bien,
avoir des vêtements qui nous plaisaient. On avait un style bien affirmé chacune, donc des goûts bien précis aussi. Ça, je pense que ça a bien fait galérer maman d'avoir des filles qui aient des goûts aussi précis sur ce qu'elles voulaient et ce qu'elles ne voulaient pas. Donc ça, c'est amusant, et c'est vrai que là-dessus, elle nous a plutôt laissé nous exprimer, et donc ça nous a permis de nous créer notre propre style, et surtout de creuser un peu ce sujet qui nous intéressait. Ouais. Et je crois que tu as aussi une sœur ou plusieurs qui sont dans ce milieu, dans la mode. Exactement. Donc vous êtes créative. Est-ce que c'était quelque chose qu'on entretenait chez vous, cette créativité? Est-ce que vos parents vous ont initié un peu à tout ça? Franchement, plus on me pose la question, plus je pense que c'est le cas, que les parents nous ont largement aidés dans cette voie. J'ai en effet 2 grandes sœurs qui ont une marque de vêtements pour enfants, ma sœur juste au-dessus de moi aussi qui a créé une boîte d'attachés de presse qui s'appelle Gazette RP, avec des budgets qui sont qui tournent autour de l'univers de la déco, de la mode et de la beauté, donc sensiblement proches. Et ma petite sœur qui elle est très créative et qui bosse avec ma sœur juste au-dessus de moi. Donc voilà, c'est vrai qu'on a une sensibilité qui nous a été, je pense, apportée petite par à la fois notre père qui était très sensible à l'art, mais aussi par maman qui nous a mis dans des activités telles que le dessin pour Gwen, la danse pour moi. Mes grandes sœurs faisaient de la couture, du tricot, et d'ailleurs elles ont des mains de fée, elles se débrouillent super bien. Donc je pense que naturellement, vu que Mam elle était super, qu'elle appréciait ces domaines-là, et que donc ça l'amusait, ça l'intéressait de faire ça avec nous, elle nous a aussi menés vers ce qu'elle aimait peut-être, et naturellement nous on a aimé, donc ça a matché. Et ça nous a aidés et ça nous a construit. On se construit aussi par ce qu'on fait petit. Bien donc sûr. Obligatoirement ça a dû jouer, c'est sûr. Et de grandir dans cet univers très féminin, est-ce que ça a aussi influencé la femme que tu es aujourd'hui, ta vision de la femme aujourd'hui? J'imagine que ça a dû peut-être jouer aussi de grandir avec des sœurs autour de toi. Sûrement. C'est vrai qu'on est dans un univers qui est ultra féminin. On a entendu toute notre enfance le pauvre papa. En réalité, il s'en est pas trop mal sorti. Et donc, il y a une belle entraide féminine. On est très proches les unes des autres. C'est vraiment, on sera toujours là. Enfin, c'est vraiment cette idée des sœurs avant tout. Et c'est vrai que chez nous, c'est quelque chose que les parents dont les parents peuvent être fiers, parce qu'on est très solidaires et on s'entend vraiment bien. Donc ça, je trouve que c'est important, parce que ça nous a donné cette envie de créer la même chose dans nos familles, de faire attention que nos fratries s'entendent bien. Et donc obligatoirement, ça nous a construit aussi, c'est certain. Et donc je t'ai invité aussi sur le podcast, notamment pour parler de votre démarche responsable. Et avant de poser mes questions, j'aimerais commencer par lire une réponse de l'équipe Balzac que j'ai reçue, parce que je leur avais posé la question. D'ailleurs, j'invite tout le monde à le faire, parce que je trouve que on se rend très vite compte des marques qui sont vraiment responsables et des autres où il y a un petit peu un écran de fumée. Donc je vais la lire. Donc la réponse dit: l'usine où est produit le pull se situe à Madagascar, dans une usine partenaire qui respecte les droits de l'homme. Il n'y a pas de travail forcé, pas d'enfants, pas de discrimination. Chaque année, un audit social est effectué par EcoCert. Tous les salariés ont signé un contrat de travail qui leur donne accès à une couverture sociale, une assurance maladie, des congés maternité, des congés payés. Un médecin du personnel est également présent 8 heures par jour. Le déjeuner est offert tous les jours et des formations internes sont possibles. Donc c'est ultra détaillé. Moi, j'adore. Et donc je précise, EcoCert, c'est un organisme de contrôle et de certification créé en France qui s'est spécialisé dans la certification des produits issus de l'agriculture biologique. Exactement. Parce que le pull en question était en coton bio. Donc je voudrais avoir ton retour aussi sur cette réponse que je viens de lire. Bon, j'imagine que ça te fait plaisir. C'est une vraie volonté derrière, de donner ce genre d'informations ultra détaillées aux clientes qui vous posent des questions, parce que c'est pas le cas de toutes les marques. Il y a des marques qui gardent quand même beaucoup d'informations pour elles. Donc je voudrais bien avoir ton retour sur ça. Ok, c'est une vraie volonté, parce qu'en fait, donc comme tu le sais, Balzac Paris souhaite devenir une marque responsable dans un monde idéal à 100%. Donc on y travaille, et en fait c'est vraiment hyper important d'informer la cliente, à la fois quand c'est très positif comme le message que tu as reçu, et à la fois quand c'est plus difficile, parce qu'en réalité devenir une marque responsable, c'est loin d'être facile. C'est un travail de tous les jours. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas facilement. C'est plus facile sur le prêt-à-porter
que sur l'accessoire, par exemple, parce que il y a quand même des zones d'ombre qui règnent sur l'accessoire. Et aujourd'hui, les cuirs, alors on peut plus appeler ça des cuirs, mais l'alternative au cuir qui a été pensée comme la pomme, les déchets notamment de fruits et légumes, c'est vraiment compliqué d'y accéder. Ils sont très demandés. Donc voilà. Donc on a vraiment un cœur d'informer la cliente à la fois quand c'est très positif comme ce message, mais aussi si elle nous pose une question sur nos sacs, nos chaussures, d'être très transparent en disant voilà comment c'est aujourd'hui. Alors certes on est dans un circuit court parce que tous nos accessoires sont fabriqués en Europe et on privilégie le fait que le cuir par exemple s'il est italien provienne d'Italie parce qu'il va derrière être fabriqué en Italie de façon à limiter le bilan carbone. Donc notre objectif c'est d'être responsable d'être le plus responsable possible, mais si jamais il y a des zones qui sont plus difficiles, des aspects qui sont tout simplement plus difficile à faire pour devenir vraiment une marque très responsable, on en informe aussi la cliente. Donc tout ça pour dire que on est hyper transparent sur notre démarche parce qu'on a vraiment envie de dire aux clientes que accompagnez-nous dans cette démarche en fait. On a vraiment envie de faire bien, on sent que vous êtes derrière nous, mais sachez que c'est pas toujours facile et au plus on sera transparent avec elles, au plus on leur dira la vérité, je pense au plus elles auront envie de nous aider et de nous accompagner. Et donc c'est tout simplement dans cette démarche-là que on a vraiment pris le parti de tout vous dire. D'accord. Ouais, je trouve ça, moi je suis partisane de la transparence, c'est ce qui fait aussi la beauté d'une marque. Et donc je le disais, donc chez Balzac vous avez des pulls en coton bio. Exactement. Est-ce qu'ils sont fabriqués seulement à Madagascar dans l'usine qui a été citée? Vous avez d'autres usines aussi qui travaillent avec vous sur le coton biologique? Alors là sur le coton biologique, donc c'était en effet à Madagascar. Donc c'est une usine qui est certifiée GOTS et donc obligatoirement pour avoir cette certification, c'était ces usines-là qui sont absolument extra. On a travaillé avec un intermédiaire qui nous a montré les photos, c'est un de ses partenaires depuis toujours. Elle connaît très très bien le chef d'entreprise de cette usine qu'elle reçoit régulièrement à Paris avec sa famille. Enfin voilà, il y a vraiment une histoire derrière qui est assez chouette et qui nous a été racontée et auquel on a décidé de croire parce qu'en plus c'était la réalité. Donc c'est pour ça qu'en l'occurrence là ça a été fait là-bas. Après comme je t'ai dit, on est vraiment à la recherche d'autres usines. D'accord. Et c'est en cours pour avoir des usines qui soient certifiées également au Portugal qui est notre partenaire principal. La plupart de nos vêtements sont fabriqués au Portugal. Donc ce qui est extra, c'est comme nos usines sont des partenaires depuis toujours, elles nous accompagnent aussi dans notre démarche. Donc notre panel d'usines bio certifié va augmenter et ça c'est vraiment pour nous une grande réussite. On est vraiment hyper fiers de ça quoi. Et justement, comment se passe la relation avec les usines? Vous allez sur place, vous faites des échanges par téléphone, puis comment vous les avez trouvés? Parce que j'imagine c'est pas forcément évident. Alors ça a été vraiment la grosse galère pour Charles et moi-même de trouver des usines parce que arriver en toquant en porte, on est Balzac, ça va être absolument génial. On est Charles et Chrysoline, on est trop sympa. Les convaincre, ils nous ont un peu regardé de travers. Donc ça a été vraiment la croix et la bannière et regarder un peu en arrière, je me dis waouh, on a quand même fait un sacré chemin. Mais on a trouvé un super agent qui s'appelle Anna, qui habite à Porto et qui est notre agent historique et qui en fait fait partie intégrante de Balzac aujourd'hui parce qu'elle bosse quasiment à 100% pour nous. Et c'est elle qui nous a fait rencontrer les usines en fonction de ce qu'on lui avait décrit, de ce qu'on voulait faire de Balzac. Donc très vite, on a su que Balzac, ce serait une marque qui, dans la mesure du possible, serait responsable. En tout cas, les productions en Europe, pour nous, c'était une priorité. Et donc, elle nous a dit, telle usine, je pense qu'elle est capable de vous accompagner, telle usine aussi. Donc aujourd'hui, nos usines, c'est nos partenaires. Elles viennent très régulièrement à Paris. Il y a pas longtemps, on a fait la pendaison de crémaillère de nos bureaux et nos usines sont venues spécialement pour ça. Génial. Donc c'est hyper touchant. On les connaît très bien. Les filles vont régulièrement là-bas, ils viennent régulièrement ici. On a des fameux outils nommés WhatsApp que vous connaissez tous, qui sont constamment en train de biper parce qu'on échange beaucoup avec eux. Enfin voilà, vraiment là-dessus il y a zéro zone d'ombre sur nos usines et limite on pourrait un jour faire un voyage avec des clientes un peu chanceuses pour leur faire découvrir l'envers du décor, mais on est hyper à l'aise sur ce sujet, il n'y a pas de zone d'ombre. Ça c'est top. Et Anna, vous l'avez rencontrée, c'est quelqu'un qui vous l'a conseillé, ça s'est fait un peu c'est quelqu'un qui nous l'a conseillé. Ouais, tout à fait.
Très bien. Et donc, pour résumer un peu votre démarche responsable, pour être sûr de rien oublier, donc vous avez des pulls en coton bio, vous réutilisez aussi les chutes de tissu dans vos usines pour proposer des vêtements, enfin, dans une volonté de zéro déchet, zéro gâchis. Vous utilisez aussi du tannage végétal, donc c'est un processus qui est fait à base de plantes, contrairement au chrome qui est plus polluant. Exactement. Donc pour certains de vos produits en cuir, et vos vêtements du Portugal sont acheminés en camion au lieu d'utiliser l'avion, ce qui est moins polluant évidemment. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Alors, là, c'est ce qui est en cours. Donc, tu as dit le zéro gâchis, le tannage végétal, les collections coton bio. Alors, bien évidemment, camion plutôt qu'avion, ça, c'est une priorité. Bateau plutôt qu'avion, si jamais c'est en Inde. D'accord. Par exemple, pour la collection mariage, notamment, c'est acheminé par bateau et non pas par avion. Donc, ça, c'est super important pour nous, même quand on va plus loin. Que te dire d'autre ? Les bijoux sont pour la plupart faits en France. Ok. Ça, c'est super important. On va aussi piocher dans les stocks de nos fournisseurs pour les stocks dormants, on appelle ça. D'accord. Et en fait, à partir des stocks dormants, nous, on crée des bijoux qui peuvent sensiblement plaire à nos clientes et qui sont dans l'ADN de la marque. Okay. Donc, c'est toujours dans cette logique de zéro gâchis. Qu'est-ce qu'on a également on a plein de trucs. Des projets en plein plus, de trucs. On a plein de projets en fait. Et c'est vrai, on a fait une réunion hier avec Marie-Emmanuelle et les filles du bureau sur ce sujet, ce qui nous attendait en 2019. Et on est sortis de là gonflés à bloc parce qu'on a énormément de choses qui vous attendent, qui nous attendent. Et je me dis waouh, c'est cool. Les équipes, elles ont fait un sacré chemin. Et ce qui est hyper chouette, c'est que au-delà du fait qu'elles bossent dans cette dynamique pour Balzac, parce que vraiment c'est une guideline et on leur dit voilà, c'est comme ça qu'on veut devenir et donc elles bossent en fonction. Mais malgré tout, c'est vraiment des convictions. Je pense notamment à Marie qui, dans son quotidien, fait ses produits ménagers elle-même. Donc, si tu veux, c'est vraiment un mindset qui fait que toute l'équipe, petit à petit, se dit ah mais c'est vrai, c'est pas mal. Donc on se donne des tips entre nous. On a les joyeux recycleurs au bureau pour recycler nos déchets du bureau qui sont parfois trop conséquents. Donc voilà, c'est vraiment une dynamique globale et c'est amusant de voir qu'on se laisse vraiment prendre au jeu parce que c'est hyper challengeant en fait. Bah ouais, j'imagine. C'est vraiment c'est très bien chouette. En groupe, en plus c'est en équipe. Exactement. Et est-ce qu'il y a des projets que tu peux partager avec nous ou c'est encore secret peut-être Alors de manière un peu globale, pas mal de coton bio. D'accord. Tous nos t-shirts maintenant seront en coton bio, donc génial. On est hyper contents. Okay. Pareil, les labels qui sont sur vos vêtements Balzac, on va aller récupérer toutes les petites fibres dans les usines parce qu'il y a énormément de tout petits déchets et à partir de ces petits déchets on peut créer les labels marques. Donc c'est tout bête mais ça change la donne et c'est du détail qui fait que ça devient vraiment chouette. Et en fait que à partir du moment où tout est fait dans le détail, là on peut se dire ah bah là la marque elle a vraiment cherché à aller loin. Une vraie volonté, c'est ça. Donc ça c'est cool quand les filles m'ont fait part de ce projet, je trouvais que c'était hyper chouette. On a des chaussures aussi qui vont être biodégradables, alors comme ça fait peur. Mais le projet est vraiment canon et là on l'expliquera en détail aux clientes. Okay. Mais c'est hyper amusant et on est hyper content de ce projet. Donc voilà, il y a plein de trucs qui vont arriver et qui sont dans le pipe et qui vont j'espère vous plaire. Mais en tout cas nous ça nous plaît. Ça nous plaît. Génial. Et pour revenir un petit peu sur le cuir aussi, j'ai lu dans une interview que vous récupériez les chutes de cuir de grandes maisons de couture françaises. Exactement. Comme Hermès, c'est bien ça. Alors en fait, les grandes maisons de couture ne souhaitent pas communiquer sur leur nom. Après, nous, quand les fournisseurs viennent nous voir, ils nous communiquent les noms, ils nous disent que c'est des grandes maisons de couture telles que Hermès notamment. Mais après, elles peuvent pas nous dire tel cuir c'est Hermès. D'accord. Mais en tout cas, elles nous disent là où elles vont se fournir à l'origine. Donc ça, c'est un super projet parce qu'en effet, à l'époque, les maisons de luxe, elles n'avaient pas cette même réflexion. Je sais pas si tu sais, mais pas mal de leurs sacs, notamment, étaient brûlés. Il y avait pas parce qu'ils voulaient pas justement qu'il y ait de marché de seconde main, parce que ils avaient le sentiment que ça détériore l'image de marque. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, tout le monde doit s'y mettre, surtout eux. Si eux ne s'y mettent pas,
qui va s'y mettre. Donc c'est sympa de se dire que allez, ils ont changé leur fusil d'épaule et ils ont raisonné, ils se sont dit tiens, c'est intéressant d'aller vendre nos chutes de tissu. Et puis pour nous c'est extra de se dire qu'un sac sera fait dans des cuirs qui sont les leurs, même si aujourd'hui on peut se vanter quand même d'avoir des très beaux cuirs et que nos sacs sont de qualité, mais ce sera une collection à part, des capsules qui sont imaginées dans ces cuirs-là. Et donc, c'est vraiment ça. Ouais, c'est bien. Puis dans une logique aussi de zéro gâchis. Enfin voilà, de récupérer. Ok. Ouais. Et dernièrement aussi, à la place du Black Friday, donc qui fait un peu polémique dans la mode responsable justement, vous avez lancé le vendredi responsable. Donc vous avez offert 15 € de réduction aux clientes qui vous renvoyaient de vieux vêtements qu'elles ne portaient plus et que vous avez envoyé au centre de tri le relais de Bobigny. Exactement. Et chaque membre de l'équipe va se rendre au centre de tri pour découvrir un petit peu les coulisses, les rouages de la collecte et de la valorisation textile. Et alors, comment s'est passée cette campagne ? Est-ce que vous avez récupéré beaucoup de vêtements ? Enfin, si tu peux nous en dire un petit peu bien plus. Sûr. Alors, on était hyper contents parce que les filles étaient hyper enthousiastes et très positives par rapport à ce vendredi responsable. Et on tient un tableau assez précis des filles qui nous renvoient leurs vêtements parce qu'on voudrait les remercier et les féliciter d'y avoir participé parce que ça les engage quand même à aller à la poste. Alors, c'est pas grand-chose, mais dans nos quotidiens, ça reste quand même une petite étape. Puis il faut faire le tri avant. Voilà, faut faire le tri, etc. Donc on est hyper contents des retours qu'on a eus. On a eu de nombreux vêtements, donc ça c'est extra. Alors souvent les gens sont un peu paumés. Attends, il faut que je vous renvoie quoi ? Un vêtement Balzac, pas un vêtement Balzac. Donc c'est cool parce qu'on a pu aussi les éduquer parce que nous en amont on avait eu pas mal de calls avec le relais sur le sujet, qui eux nous avaient dit voilà comment les vêtements doivent être une fois réceptionnés. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses. Et puis on en a vachement appris sur le relais aussi. Et ça nous a donné envie, comme tu dis, de nous rendre sur place et en fait de découvrir que l'économie circulaire, ça se pensait dès la création du vêtement et non pas une fois que le vêtement avait été créé, parce qu'en réalité, le vêtement parfois n'est pas recyclable, d'où ce fameux logo qu'on voit oui ou non sur des fiches produits, recyclable, pas recyclable, parce qu'il y a certaines matières qui ne le sont pas tout simplement. Et donc, on a aussi décidé chez Balzac de raisonner en amont du processus créatif, de se dire voilà, tel produit, telle matière ne l'est pas. Est-ce qu'on la remplace ? Est-ce qu'on est obligé de garder telle matière parce qu'on veut telle tomber ? Enfin, c'est vraiment une réflexion qu'on a décidé de mener en amont. Ok. C'est intéressant du coup et donc tu l'as dit tout à l'heure rapidement, c'est vrai que quand on est une marque comme Balzac, on a aussi des contraintes. J'imagine que c'est pas tous les jours facile. Voilà, tu disais d'être responsable à 100%. Après, encore une fois, la marque parfaite n'existe pas. Hein, voilà. Donc quels sont les plus gros défis auxquels vous devez faire face ? Quelles sont les plus grosses difficultés quand on est une marque comme ça, déjà bien installée, quand on veut faire une transition à 90% responsable ? Oui. Alors la chance qu'on a déjà, c'est qu'on est à 95% fabriqués en Europe. Donc déjà, si tu veux, nos vêtements sortis d'usine, ils nous coûtent pas, on ne les paye pas, des prix dérisoires, mais ils sortent déjà à un certain prix. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, déjà, on ne marge pas à des marges délirantes, et c'est tout à fait raisonnable. Mais ça, c'est lié à notre modèle économique qui nous permet de maîtriser nos marges parce qu'on est le seul intermédiaire. D'accord. Donc ça, c'est une force parce que tout ça pour dire qu'en fait, quand on a décidé de vraiment pousser la dynamique responsable, il y a certains produits qui vont évidemment sortir plus cher. Je pense à des pulls, par exemple, qu'on a fait certifiés GOTS, où les pompons ont entièrement été cousus à la main. Et ça, c'est des pulls qui sont loin de sortir pas cher. Et donc, si tu veux, on n'est pas tombé de notre chaise. On s'est pas dit, oula, mais attends, on part dans un délire. Il faut évidemment qu'on soit rentable. C'est notre chance, c'est de se dire que si tu veux, on va pas faire un gap. Comme on a toujours eu cette dynamique Made in Europe, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est de dire aux usines qu'on a actuellement, qui sont des partenaires et dont on n'a pas envie de se séparer parce qu'elles ont vraiment une très belle main, elles travaillent super bien et on travaille très bien avec elles, c'est de leur dire dans quelle mesure on peut être partenaire sur ce sujet. Est-ce que vous avez envie de nous accompagner ? Est-ce que vous avez envie de certifier vos usines ? Et la chance qu'on a, c'est que un des responsables d'une des usines, il est hyper smart, il a vraiment envie de pousser son usine au plus loin, il réfléchit à comment prendre le bon tournant, et en l'occurrence le responsable. Donc c'est de faire de nos usines actuelles des usines partenaires. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, le plus gros challenge, c'est pas tant sur le prêt-à-p,
parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été développées et qui sont vraiment géniales. C'est plus sur l'access. Les cuirs, avoir, parce que aujourd'hui les filles, elles ont envie de consommer responsable, mais malgré tout, elles ont envie que le cuir ait le même aspect qu'un cuir, c'est vrai. qu'elles aient un cuir animal, tout simplement. Donc c'est un vrai challenge pour nous de proposer un produit visuellement égal à ce qu'on proposait, sans le dénaturer, que le cuir soit moins visuellement joli et que vous soyez déçus une fois réception du colis. Donc je pense que ça c'est le gros challenge. C'est vraiment le gros challenge. Je pense que ça passe par plein d'actions, notamment récupérer les cuirs. Ça déjà c'est une super action parce que c'est dans une dynamique zéro gâchis et mieux vaut les utiliser plutôt qu'ils soient brûlés. Exactement. En plus, donc ils ont déjà y a pas été photo. Fait. Enfin voilà. Exactement. C'est déjà fait, donc Après il y a les circuits courts dont je te parlais. Cuir italien, fabrication italienne, cuir portugais, fabrication portugaise, donc bilan carbone réduit. Ça joue. Le tannage végétal que vous proposez déjà, c'est déjà super, on le propose déjà. Il y a énormément de choses à faire, mais en réalité, c'est pas évident et on a affaire parfois à des petits chimistes que les filles vont rencontrer et qui sont juste déments. Et en fait, dans leur labo, ils essayent de trouver justement des matières qui pourraient visuellement ressembler à du cuir, mais aujourd'hui, c'est à l'état de petits chimistes et donc on est liés avec eux et on les suit et on est à fond, allez les gars, donnez tout, mais c'est pas évident et c'est vraiment sur le cuir qu'il y a beaucoup de travail. À faire. C'est là le gros challenge, je pense. La plus grosse difficulté la pour plus vous. Grosse difficulté et après je pense que c'est d'éduquer la cliente parce que un tannage végétal ça vieillit pas comme un cuir normal parce que ça va marquer par exemple assez rapidement, tu vois, ça va vraiment vivre très vite avec vieillir très vite avec la vie de la cliente. Donc si tu veux, tu peux avoir très rapidement des mails, mais je comprends pas, mon produit est très marqué. Oui, il est marqué parce que c'est du tannage végétal. Ah d'accord, OK, on m'explique, OK, je comprends. Mais en réalité, il y a quand même une partie d'éducation à faire pour que vous soyez aussi mis au fait de comment le produit va vieillir vs un cuir normal. Donc voilà, c'est plein de choses qui sont hyper intéressantes et nous on apprend énormément de choses parce qu'on est loin d'être 100% calé sur le sujet, mais par contre on se documente beaucoup et on est au taquet. C'est chouette. Et je me demandais aussi parce que le coton biologique vous l'avez pas lancé tout de suite, je crois, c'était pas au tout départ. Donc qu'est-ce qui a fait que vous l'avez lancé un petit peu après? Est-ce que ça a été compliqué au début? Enfin voilà, un petit peu nous raconter peut-être l'histoire de ce changement et de cette transition vers le bio. C'est toujours la même chose, c'est toujours trouver les bonnes usines. D'accord. Les bonnes usines et les bons fournisseurs. C'est vraiment cette histoire-là. Toujours la même chose, de pas dénaturer le produit ni sa qualité, donc trouver le bon tombé. Ça c'est super important. Il y a aussi une matière dont je t'ai pas parlé mais dont on peut discuter qui est super intéressante, c'est le Tencel. Alors le Tencel c'est une marque déposée, mais en fait on s'est rendu compte très récemment et on en parle librement que la viscose jusqu'à aujourd'hui on disait que c'était une matière plus ou moins naturelle parce qu'elle était faite à partir de fibres des arbres, sauf qu'en réalité pour dissoudre ces fibres, c'est des composants qui sont très nocifs pour l'environnement. Des procédés chimiques. Exactement. Et donc on s'est dit mince, nous la viscose c'est une matière qu'on utilise beaucoup en toute transparence, il faut qu'on l'utilise plus, en tout cas cette viscose-là, parce qu'on ne se ferme pas à utiliser des viscoses qui, elles, soient responsables. Et on est actuellement en recherche parce que c'est un super tombé. C'est vrai. Et en général, vous l'appréciez beaucoup. Donc là, on a complètement éliminé la viscose, en tout cas telle qu'on l'utilisait. Ok. Tu vois, donc on va encore avoir des restes de viscose et ça, je communique dessus sur nos collections responsables zéro gâchis parce que c'est des restes dans nos usines dans lesquelles on produit les succès de la saison et il faut les terminer si tu veux dans cette même, c'est mieux que de les jeter de toute façon. Donc voilà, donc j'en parle parce que je voudrais pas dire on élimine la viscose, c'est terminé parce que ça sera pas le cas. Mais par contre, on va beaucoup travailler cet été avec le Tencel qui est fait à partir de eucalyptus et donc comme c'est beaucoup plus mou, si tu veux, pour le dissoudre, c'est des procédés qui sont beaucoup moins chimiques et donc beaucoup plus naturels. Et donc on est hyper content de pouvoir vous le proposer là sur la saison printemps-été et de pouvoir vous dire ce qu'il est derrière, quel travail a été fait. En fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que on s'estime pas parfait, mais par contre, on fait toujours attention
à être de mieux en mieux. Et donc voilà, si on fait une erreur, s'il y a des matériaux qu'on utilise qui sont pas ok, on va les éliminer petit à petit pour les remplacer. Voilà, c'est un peu une dynamique globale. Une démarche au quotidien, en fait. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, vous êtes quand même une grosse marque. Enfin, je veux dire, par rapport à des plus petites marques qui se lancent directement en étant responsables, j'imagine qu'en plus, les contraintes de quantité, ce genre de choses, c'est pas évident à transformer. Et pourquoi c'est important pour toi que Balzac fasse cette transformation-là vers le responsable? Pourquoi, pour toi, c'est indispensable finalement? Pour moi, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, déjà, on a toujours été plus ou moins responsable parce que fabriqué en Europe, chaîne de production raisonnée, on connaît très bien nos partenaires. Enfin, il y a jamais de zone d'ombre sur nos usines, etc. Et ça, vraiment, on en est fiers. On s'est toujours promis de jamais aller en Chine, quitte à réduire nos marges. Enfin, c'était une dynamique globale, si tu veux, qu'on a eu dès le lancement de 2014. Et donc, ça a été une réflexion globale de se dire comment devenir de plus en plus responsable. Et donc, c'est la démarche TPR, toujours plus responsable, qu'on a mis en place. Donc, c'est pas tout d'un coup on s'est dit on va devenir responsable, on l'a toujours été et on s'est plutôt dit on va devenir de mieux en mieux. D'accord. Donc voilà, c'est plus dans cette dynamique-là. Après, notre cliente, elle est sensible à cette démarche, elle a envie de mieux consommer. Aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus sensibilisé aux problématiques de l'environnement, mais aussi, je lisais un article en fait, un peu étonnamment, mais en même temps aussi égoïstement, et on les comprend. Le consommateur, il a envie de consommer responsable en premier lieu pour sa santé. Et non pas pour l'environnement. Parce que c'est vrai qu'on est hyper mis en garde. Lavez bien vos produits une fois, voire 2 fois. Tu te dis, mais attends, c'est quoi le délire, en fait? Sur pourquoi les produits je dois laver mon vêtement 2 fois fois avant, ne serait-ce que le mettre à mes enfants? Enfin, c'est un peu étonnant, quoi. Donc, je pense qu'il y a une espèce de recul où on s'est dit, mais qu'est-ce que je mets sur ma peau? Qu'est-ce qui va pas pour que je doive laver mon vêtement 10 fois avant de pouvoir le porter? Et donc naturellement le consommateur s'est dit attends, je vais faire attention, je vais me renseigner, je vais me documenter. Et donc aujourd'hui, devenir responsable, être une marque responsable, je pense que c'est une priorité pour ne pas que le consommateur se sente bafoué en fait aussi. Voilà. Ok, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant en plus cette dynamique du consommateur. Carrément. Je trouve que, Et est-ce que tu te souviens toi du moment où tu as pris conscience un petit peu des dérives de la mode, telle qu'on la connaît, la fast fashion, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que c'est un processus qui a pris du temps? Franchement, alors j'ai toujours été un peu éduquée par ma mère sur toutes ces dynamiques-là parce qu'à la maison, elle faisait attention à ce qu'on mange de saison. Bon, après, il y avait pas encore trop de fraises en plein hiver. Et c'est vrai qu'on était surex en été parce que ça y est, c'était la saison des fruits rouges. Mais malgré tout, tu vois, elle nous a toujours un peu donné le ton sur ces démarches-là, en tout cas sur le bien manger. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, pour parler de la nourriture qui a toujours été dans mon éducation. Après, je vais pas te mentir, j'ai été la première fan de la fast fashion à courir les Zara et les H&M. Moi aussi, et à me faire des paniers délirants. Et mon mec me regardait en disant mais attends, où est-ce qu'on va ranger ton délire? Et en fait, c'est en travaillant chez Balzac et en comprenant les usines, les processus créatifs, mais également les chaînes de production. Moi, aller visiter les usines, voir les rouleaux de tissu qui s'accumulent, sortir parfois des usines et me dire mais attends, mais c'est quoi tout ce qui reste, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Enfin, vraiment, c'est une prise de conscience par mon métier. Et du coup, plus je rentrais dans les magasins de la fast fashion sans du tout cracher dans la soupe parce qu'ils font aussi certainement des choses super et j'en ai été la première à en faire, en être cliente. Quand je rentre dans les magasins et que je vois les linéaires pleins de produits, je me dis mais ils vont pas tout vendre, c'est pas possible, ou alors ils ont trop de chance. mais qu'est-ce qu'ils vont en faire en fait? Quand on voit les soldes, il y en a dans tous les sens. Alors quand on rentre chez Zara, ils sont excellents parce que le dernier produit, la dernière tendance, évidemment ils l'ont et c'est leur force, on va pas se mentir. Ils ont quand même cette petite dynamique responsable. Alors, j'ai pas creusé le sujet. Est-ce que c'est bullshit ou pas? Je sais pas et je me prononce pas. Mais ils prennent quand même un peu de lead sur ce sujet-là. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Mais c'est vrai que c'est un petit peu les dérives de mon métier qui ont fait que je me suis dit, nous, Balzac, on est suffisamment petits et suffisamment conscients
pour faire en sorte de devenir une marque plus responsable. Okay. Et cet engagement-là, il se traduit aussi en dehors de Balzac. Bon, tu le disais aussi avec vos équipes dans les bureaux, mais toi, dans ta vie personnelle, avec tes enfants, peut-être. J'essaye. Alors, ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que tu vois, mes filles naturellement, elles sont à cran quand il y a un papier par terre, et elles me disent que ça va faire mal au dos de la planète. Et parce que moi, j'ai souvent mal au dos, donc je pense qu'elles ont assimilé ça à un truc pas cool, et donc elles dès comme un papier, elles me disent maman, ça va faire mal au dos de la planète. Donc c'est chouette. Après, aujourd'hui, mettre un papier par terre, de toute façon, c'est absolument dingue. On va pas se mentir. Mais il y en a encore qui le font. Il y en a qui le font. Et c'est cool que les enfants soient sensibilisés à ça. Après, moi, j'essaie vraiment de les sensibiliser au plastique aussi, parce que c'est tout bête, mais on est lillois, donc on rentre souvent à Lille, et donc parfois on passe au relais acheter des magazines, tu vois. Et donc souvent elles veulent prendre La Reine des Neiges avec le film plastique, les petits jouets plastiques et tout. Et parfois je leur dis non, les filles, là vraiment on se prend un mag, certes, mais papier, pas de plastique au-dessus. Et tu vois, j'essaie de leur expliquer qu'en réalité il faut pas. Alors le papier c'est cool, ça se recycle hyper bien, le plastique moins. Et en fait, dans la tête des enfants, ça rentre hyper vite. Ça rentre hyper vite. Et à la maison, on fait gaffe de consommer des fruits et légumes de saison. Alors, on leur dit pas que c'est le cas, mais en tout cas, elles ont le goût des choses de saison. Voilà, j'essaye, oui, dans mon quotidien de faire en sorte. Je suis loin d'être parfaite et j'ai beaucoup de chemin à faire. Mais en tout cas, c'est une dynamique que j'essaie de prendre. Et puis rien que de faire des petits gestes comme ça. Si tout le monde faisait ça, déjà, ce serait top. Donc, mais je pense que ça va le devenir. Regarde, c'est cool quand tu rentres chez Carrefour et que tu vois que les fruits et légumes de saison, on le vend en poupe, qu'ils sont vraiment mis en avant. Le Made in France aussi. Tu te dis, bon, bah, c'est la grande consommée, c'est qu'évidemment, il y a du marketing derrière, on va pas se mentir. Mais malgré tout, c'est que le consommateur a été éduqué à ça et qu'il est capable de comprendre qu'acheter des framboises en plein mois de décembre, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Donc voilà, c'est une dynamique globale, et moi, j'ai envie de croire, franchement, je suis assez confiante en la nature humaine. Et même si on parle de réchauffement climatique et que c'est quelque chose qui se passe et qui a lieu et qui est terrible, je pense que l'homme est capable de se réinventer et de comprendre qu'il y a un moment, faut se dire stop. Alors je dis ça, j'en oublie un peu nos amis américains et autres personnalités. Parce que pour vivre à New York, il y a encore du chemin à faire. C'est assez dingue. Moi, ça m'a fait un peu un électrochoc. Donc j'espère que ça va petit à petit, les gens vont prendre conscience. Mais c'est bien d'être positif et d'être optimiste. Il faut, parce que sinon c'est plombant. C'est plombant. Et l'autre jour, j'ai rencontré la créatrice de Huff New York, qui justement habite aussi à New York. Tu vois, la marque pour enfants, qui elle a une dynamique responsable. Elle serait super intéressante à rencontrer. Et c'est amusant parce que elle me parlait de ses enfants qui font la chasse au plastique, parce que dans leur école, consommer du plastique, c'est juste un scandale, et ils ne veulent pas voir 1 centimètre de plastique dans leur maison. Et je trouve ça canon que ce soit des enfants. Tu dis, bon, bah, cool, la génération future, elle a pris conscience, elle a pris conscience. Et puis, même au-delà, je pense qu'elle a même pas pris conscience, c'est que pour elle, c'est normal de pas consommer du plastique, en fait. Et ça, c'est bien. Et du coup, tu dis, bon, bah, voilà, c'est nos petits bonhommes de demain, qui vont faire le monde de demain, et ils ont l'air d'avoir la tête plutôt bien faite. Et en parlant du plastique, justement, quel est ton avis sur le polyester ? C'est vrai que c'est une matière qui fait polémique aussi. J'en parle parfois avec mes invités sur les épisodes. Vous, quel est votre positionnement par rapport à cette matière-là ? Alors, c'est hyper intéressant comme question, et justement, on en parlait hier en réunion avec les filles. Parce qu'en fait, Marie, donc notre chef de groupe, elle a expliqué aux filles qu'un produit allait être fait donc en fibres recyclées, donc notamment coton, mais que dans ces fibres recyclées coton, il fallait mettre un petit peu de fibres type polyester et autres dérivés du polyester, parce qu'en fait, quand tu récupères des fibres comme le coton, elles sont parfois trop fines, et donc pour qu'elles puissent être suffisamment épaisses et qu'elles soient suffisamment qualitatives et que ça tienne exactement, tout simplement pour la cliente, il faut venir ajouter un brin de ces fibres-là qui permettent que le produit soit plus quali. Et donc, c'est quand même intéressant de pas décrier trop effectivement tu vois, je savais cette fibre, pas. Parce qu'en réalité, elle permet parfois de faire des fibres recyclées avec des produits qui perdurent dans le temps, parce qu'obligatoirement, ils sont plus qualitatifs.
D'accord. Mais ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on va bien renseigner notre cliente à nous, parce que aujourd'hui on voit polyester, on est la bête noire. Et il y a des choses quand même qui peuvent. Mais effectivement, c'est intéressant. Même il y a du polyester recyclé aussi. Exactement. Enfin, voilà, il y a des. Non mais carrément. Ouais. Donc faut faire attention de pas trop effectivement. décrier les choses, parce que parfois ça peut s'avérer intéressant quand même. D'accord. Ok. Non mais c'est intéressant de le préciser. Et je me demandais aussi. Quand on est une marque de mode comme ça, comment on concilie à la fois l'esthétisme, le profit et la responsabilité? Quel est l'équilibre à trouver entre un peu ces trois grandes valeurs? Bah, écoute, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on est une marque désirable et responsable. Et donc, on a choisi et on veut proposer aux filles des produits qui soient désirables et en même temps qui puissent être responsables. Et c'est tout là le défi, parce que, et dont on a déjà discuté, mais les produits, vos sacs, vos chaussures, vous avez envie qu'elles aient tel look, mais pour qu'elles aient tel look, il faut qu'elles soient de tel cuir, et lui, il est pas trop responsable. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver qui est pas évident, et on en revient toujours au même. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on s'est donné comme défi. D'accord. Et donc tu parlais un petit peu des futurs projets de Balzac. Est-ce que en dehors du responsable, vous avez aussi d'autres projets pour la marque, et peut-être aussi toi personnellement des prochaines étapes, des futurs projets? Bah écoute, là on vient d'ouvrir ces bureaux qui sont hyper beaux d'ailleurs. Ouais, c'est sympa. Avec un showroom dans lequel on accueille les clients sous forme de rendez-vous. Donc ça, c'est un super projet qu'on est hyper content d'avoir mené, et de recevoir les clientes. Pour nous, c'est vraiment très chouette, parce que c'est dans notre dynamique depuis le début, et vraiment on est une marque très communautaire, donc on rencontre nos clientes depuis les premiers jours, et donc on est hyper content de pouvoir leur offrir un lieu. Il va y avoir une collaboration avec La Redoute qui sera distribuée exclusivement sur La Redoute à partir de mars. D'accord. Et donc ça, je suis hyper contente, parce que on a mis un point d'honneur chez Balzac à ce que les produits soient fabriqués en Europe, et c'est le cas. Et ça, j'en suis vraiment hyper fière et reconnaissante à La Redoute qu'ils aient bien fait en sorte que ça soit le cas. Ouais. Parce que je voulais pas qu'une collab avec La Redoute soit made in China, ça n'aurait pas de sens. C'est sûr. Les clients qui nous connaissent, et ceux qui ne connaissent pas et qui vont nous connaître grâce à eux. Donc voilà, ça c'est un chouette projet qui est en cours. Et puis d'autres collabs à venir, encore tenues secrètes, mais c'est vrai que on a plein de projets chez Balzac, et si vous êtes inscrit à notre news, vous serez au courant de tout. Ok, très bien. Et justement, les collaborations, vous en faites pas mal. C'est un moyen aussi pour vous de toucher de nouvelles clientes. Je me demandais, je trouve ça toujours intéressant, parce qu'on voit beaucoup de marques qui font des collaborations, que ce soit avec des personnalités. Et quel est l'intérêt derrière pour vous Alors l'intérêt, c'est d'aller toucher de nouvelles cibles, de nouvelles communautés, de nouvelles clientes qui ne nous connaissent pas. Mais c'est aussi découvrir de nouveaux univers, tout simplement, puisque par exemple demain on fait une collaboration avec une marque de lingerie au hasard. Nous on fait pas de lingerie chez Balzac, mais ça nous permet de offrir ce produit à nos clientes, d'avoir des blouses qui sont imaginées en fonction et qui laissent découvrir la lingerie, parce qu'aujourd'hui ça peut être hyper joli d'avoir une jolie lingerie qui dépasse. Donc voilà, c'est d'aller découvrir de nouveaux univers qu'on n'a pas encore exploités chez Balzac. Créativement parlant, c'est hyper stimulant pour les équipes, ça les bouge un peu aussi de nos bureaux, ça leur fait découvrir d'autres horizons, travailler de nouveaux produits. Enfin, il y a vraiment plein de points positifs à faire des collabs. C'est vraiment hyper stimulant. C'est d'un point de vue image aussi, ça travaille l'image de marque. Enfin voilà, il y a plein de trucs super. Et il y a une question qui me vient là à l'esprit quand on parle. Quand on veut être une marque responsable, est-ce que c'est plus facile d'être vendu que sur Internet au niveau des marges, ce genre de choses, ou est-ce que vous envisagez d'avoir un point physique? De toute façon, par le fait qu'on propose un prix juste, et que ça c'est vraiment un point d'honneur pour nous, qu'on souhaite pas que la cliente soit assassinée avec des prix démentiels. De toute façon, pour nous aujourd'hui, le fait de proposer la marque exclusivement online, c'est évidemment en lien avec le modèle économique et le fait qu'on propose un prix juste. On est distribué aux Galeries Lafayette, au Labo notamment, mais pour pas te mentir, c'est pas là où on gagne notre argent, mais ça nous permet d'avoir de la visibilité, et les galeries c'est un partenaire depuis longtemps. Donc voilà, mais
avoir un point physique demain, pourquoi pas, mais qui soit dédié à Balzac alors à ce moment-là. Ouais, parce que j'imagine qu'en fait, en étant vendu sur Internet, vous faites des économies que vous pouvez réinjecter dans la responsabilité ou ce genre de choses. Ok, non, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui, toi, en tant que directrice artistique, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, même que pour Balzac ou même personnellement? Où est-ce que tu trouves un peu la source de ta créativité, de ton inspiration? Écoute, je bouquine, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça, parce que les filles du bureau, quand je leur posais la question, j'ai l'impression qu'elles n'en lisent pas beaucoup. J'achète beaucoup de magazines. Okay. Et vraiment, beaucoup de magazines, et je trouve qu'il y en a vraiment des plus en plus inspirants. Le Milk, je suis toujours une grande fan. Dim Dam Dom, Les Confettis. J'ai une amie aussi qui a lancé récemment une nouvelle revue qui s'appelle Soror, qui est super. Et tu vois, quand je dois donner aux filles le nouveau thème, par exemple, pour la collection printemps-été, automne-hiver, peu importe, je lis beaucoup et c'est ça qui m'inspire. Après, je regarde beaucoup les filles dans la rue, leurs chaussures, leurs sacs, la façon dont elles sont habillées, dont elles évoluent. Mes copines aussi, qu'est-ce qu'elles aiment comme couleur, qu'est-ce qu'elles portent pas. On aime bien être une marque qui s'adresse à toutes les femmes. Ça, c'est vrai que on n'a jamais voulu être clivant dans notre offre produit. Ouais. Et donc, pour moi, c'est important d'aller regarder ce qu'aime ma mère, mais aussi mes sœurs, mais aussi ma nièce. Tu vois, par exemple, quand je fais des courses avec elle, qu'est-ce qu'elle regarde pas, qu'est-ce qu'elle regarde chez Balzac. Après, Internet est une source folle d'inspiration. On peut piocher plein d'idées ici et là. La déco, le papier peint. Le papier peint, moi je suis une grande fan de papier peint et on peut venir piocher pas mal de couleurs dans le papier peint parce qu'en déco, il y a des bleus, des roses qui sont associés, c'est super joli, et sur les vêtements aussi. Voilà, il y a plein de choses qui m'inspirent et je suis pas fermée à m'inspirer lors d'une expo, lors d'un dîner, enfin je suis ouverte à tout, et les filles du bureau m'inspirent aussi beaucoup et elles s'inspirent aussi, elles contribuent aussi à la créativité de Balzac. Ok. Et justement, tu parlais là des collections automne-hiver, printemps-été. Est-ce que vous ressentez une certaine pression pour un peu produire plus, parce que c'est vrai que la fast fashion c'est genre 52 collections par an. Est-ce que vous, en tant que marque, vous ressentez un peu ce besoin aussi de proposer toujours la nouveauté à la cliente? Est-ce qu'elle se lasse? Quand même. Ouais, quand même. Ouais. Franchement, je vais pas te mentir, vraiment, la nouveauté, ça fait mouche. À chaque fois, les filles l'attendent, en fait. Ouais. Alors nous, ce qu'on a choisi, du coup, c'est de leur proposer des nouveautés tous les mois. Sauf que ces nouveautés qu'on leur propose tous les mois, elles sont faites dans des chaînes de production raisonnées. Donc, il n'y a pas de production à des milliers et des milliers d'exemplaires. Sauf si gros succès, on la reproduit derrière. Mais avant, on prend un peu la température. On voit à quel point elles sont sensibles à nos vêtements. Ouais. Et aussi, on propose toujours des indispensables et des intemporels. On va jamais aller proposer un produit qui soit qui copie-colle aux tendances et dont les filles peuvent se lasser au bout de quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Ouais. Et donc, l'idée, c'est que quand elles consomment des vêtements chez Balzac, elles les gardent longtemps dans leur vestiaire. Ça aussi, c'est une marque responsable de garder son vêtement longtemps et de pas en acheter tout le temps. C'est clair. Mais ça doit être difficile aussi pour une marque, parce qu'on a aussi envie que la cliente, elle achète pour être rentable. Évidemment. Et c'est pas trop difficile de concilier un peu ces deux, de côté pousser à l'achat, d'un autre, on sait que pour être responsable, il faut qu'on limite nos achats. T'as raison. C'est vrai que c'est un sujet dont on discute et ça doit pas être évident. On fait attention de pas prendre ni le contre-pied de l'un ni le contre-pied de l'autre. D'accord. Il faut trouver un bon équilibre entre les deux, parce qu'en effet, faut pas mentir à la cliente. Notre modèle économique fait qu'on vend du vêtement, donc de toute façon, on les invite à consommer des nouveautés tous les mois, si elles en ont envie ou pas. Mais par contre, on les invite à mieux consommer. Et ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous et pour notre cliente. Aujourd'hui, la femme, elle, de toute façon, elle a envie d'avoir de beaux vêtements, d'acheter pour certaines occasions, d'acheter de nouvelles chaussures. Mais si elle achète responsable, alors là, c'est différent. Ouais, ok. Et alors, ma dernière question que je pose tout le temps à mes invités, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Tu prends le temps de réfléchir, y a pas de... Je prends le temps de réfléchir, je réponds toujours un peu la même chose, mais c'est vrai que, et de manière un peu bateau, mais ma famille globale, mes sœurs, ma mère, on s'inspire beaucoup les unes les autres, on s'aide, on s'entraide, comme je te disais, et donc on est un peu un clan, toutes les 5 ensemble et tous les 7 avec mes parents, et
voilà, mes belles-sœurs aussi, notamment une de mes belles-sœurs qui a monté une marque de lingerie qui s'appelle Gabrielle Paris et qui est hyper jolie. Elle fait des super couleurs, elle se défonce et donc c'est aussi une source d'inspiration. J'ai une autre belle-sœur qui a un studio photo et qui a un œil qui est hyper intéressant. Elle est hyper sensible, elle lit beaucoup, elle est assez cultivée, elle va s'intéresser à tout et à tout le monde. Et donc c'est vrai que c'est des personnalités qui sont inspirantes. Donc en fait, de manière assez banale, c'est mon entourage en fait qui m'inspire et je pense que on discute beaucoup, on a la chance de bien s'entendre. Donc on est des sources d'inspiration les uns pour les autres, j'espère. Beaucoup de femmes, je remarque. Beaucoup de femmes, ouais, c'est vrai, beaucoup de femmes. C'est important. Enfin, c'est pour toi, c'est important, c'est d'avoir des femmes comme modèle. C'est inconscient peut-être d'ailleurs. Pas conscient, je dirais, parce que tu vois, c'est vrai que j'ai pas cité d'hommes, alors que pourtant mon mari, Charles, mes beaux-frères, tout le monde participe activement et Charles et Vic participent activement à la réussite de Balzac et ils ont plein d'idées super inspirantes et je sais que Vic, on discute beaucoup de Balzac à deux avec mon mari et il est inspirant parce que il a un autre regard, il a un autre recul et pour moi, ça me permet aussi d'élever un peu le débat et de pas réfléchir plus loin que le bout de mon nez. Donc voilà. Après, moi, je suis super contente que mes associés soient des hommes. Tu vois, j'adore évoluer dans un milieu féminin, mais je suis de manière assez, je suis assez proche des mecs en général et c'est vrai que je suis contente que Charles et Vic ce soient des hommes. Et que du coup ils aient la tête faite différente de nous et de moi et de voir les problèmes de manière différente. Enfin, ça permet de confronter. Je pense que c'est un bel équilibre à trouver, tu vois. C'est un bel équilibre à trouver homme-femme. Et à partir du moment où justement ce mot équilibre est trouvé et que il y a un bel échange, je pense que c'est un bon mix en fait. Il faut pas être ni avec l'un ni qu'avec l'autre. Et souvent les gens, quand je dis que j'ai des sœurs, ils font la grimace, mais ou alors il y en a qui trouvent ça génial, mais c'est toujours partagé. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a toujours équilibré avec nos beaux-frères notamment. Pape, il adore le foot, il adore le sport, donc tu vois, ça nous sortait aussi de notre univers un peu ultra féminin, d'aimer la mode et tout. Il nous a sensibilisés à l'art. Enfin, tout est un bon équilibre. Il n'y a pas de modèle idéal, quoi. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et de m'avoir accordé du temps. Avec plaisir. Merci à Chrysoline d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, n'oubliez pas de laisser 5 petites étoiles sur iTunes et de m'écrire des mots doux en commentaire. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast ou abonnez-vous à notre newsletter sur le site internet nouveaumodelepodcast.com. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.